Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les studios du groupe Le Matin. Nous sommes aujourd'hui réunis avec 3 experts de haut niveau pour traiter un sujet ô combien important, qu'est l'avenir pour l'immobilier post-Covid. Alors mesdames et messieurs, nous sommes dans le cadre du salon Solutions Covid Expo, le salon professionnel qui aide les dirigeants à constituer leur boîte à outils de la reprise. Alors pour traiter le sujet, nous allons recevoir 2 invités à la fois pour respecter la distanciation sociale et donc les mesures de sécurité. Donc à un moment donné, un de nos invités laissera sa place au troisième invité. Donc pour démarrer, honneur aux dames, je vous présente Madame Iman Qbesh, qui est experte en investissement immobilier. Iman, bienvenue à vous et merci d'être parmi nous. Merci. Notre deuxième invité pour cette émission est Monsieur William Simoncelli. Bonjour Hicham. Bonjour William. William, vous êtes directeur général de Carré Immobilier et spécialiste PropTech à la French Tech Maroc. Absolument. Merci d'être avec nous, William. Madame Kabaj, dites-nous, quelle évolution voyez-vous aujourd'hui pour le marché de l'immobilier ? Alors, l'évolution... il est très difficile, en tout cas, de faire clairement de la prospective, ce qu'on se disait en préparant justement. Personne ne peut prévoir de manière certaine comment les marchés vont évoluer. Les marchés évoluent déjà selon leur point de départ. Où est-ce qu'ils en étaient juste avant la crise de l'immobilier ? Enfin, la crise du Covid-19, justement. Et donc... Voilà, lapsus étant, l'immobilier était déjà en crise, en tout cas au Maroc, pour le résidentiel, avant même l'arrivée de la crise du Covid-19. Et au-delà, en tout cas, de la crise sanitaire, la crise économique, c'est de mon point de vue une crise sociétale qui va impacter beaucoup notre façon de vivre avec de nouvelles règles, notre façon de consommer, notre façon de nous loger et notre façon de travailler. Et tout ça a un certain nombre, effectivement, d'impacts sur comment l'immobilier va accompagner tous ces changements-là. Et donc, la réponse, en tout cas, se distingue selon les différentes classes d'actifs. Les impacts sur le résidentiel ne seront pas les mêmes que les impacts sur le bureau. Donc, il y a des tendances de fonds, effectivement, qui sont en train d'émerger, mais c'est toujours en cours et on pourra en parler justement aujourd'hui et échanger là-dessus. Mais clairement, en tout cas, au-delà de la douleur ou de la crise, en tout cas, qu'accompagne cette période, c'est assez passionnant de voir comment tout le secteur de l'immobilier est en mutation et va continuer à l'être, en tout cas dans les prochaines années. Merci à vous. Alors, avant de poser la même question à William Simoncelli, qu'est-ce que la PropTech ? Alors la PropTech, c'est un environnement, c'est un écosystème. Aujourd'hui, on parle de la PropTech Casablanca, donc c'est un écosystème qui est hébergé chez la PropTech, chez la French Tech, Casablanca. Et la PropTech, c'est l'acronyme de Property Technology. Alors qu'est-ce que la PropTech ? C'est un sujet en soi. La PropTech, je dirais que c'est les nouvelles tendances d'utilisation de l'immobilier. Et quand je parle de nouvelles tendances d'utilisation de l'immobilier, on pense avant tout aux espaces collaboratifs, à l'idée aujourd'hui qu'on fait appel au plus grand nombre comme alternative au crédit. C'est aussi ces résidences étudiantes ou post-étudiantes qu'on retrouve où on va avoir une mutualisation des espaces tels que les cuisines, l'accès aux sanitaires. Et donc la PropTech va se servir du digital comme un moyen, comme un support facilitateur de l'utilisation justement de cet immobilier. Je vais vous citer des exemples assez simples que vous connaissez. Je pense au coworking, par exemple. Je pense aussi au co-living dans le cadre de l'habitation. Et pour le crédit, je pense au crowdfunding que tout le monde connaît un peu maintenant au Maroc parce qu'il y a notamment une loi qui est en gestation et qui devrait pointer le bout de son nez. Je pense, si on n'avait pas eu cette crise sanitaire, elle devrait peut-être déjà exister. Mais à mon avis, d'ici la fin de l'année, on aura quelque chose sur le crowdfunding. Merci beaucoup, William. Alors, notre question sur l'évolution du marché de l'immobilier. Alors, nous venons de passer 3-4 mois de crise assez particulière liée à la situation sanitaire. Quel est l'impact de cette crise sur votre secteur ? Alors, moi, je rebondirais sur le lapsus de Iman. Effectivement, la crise de l'immobilier
telle que nous la vivons depuis 2-3 ans, c'était finalement déjà des tendances plutôt en berne concernant des prises de surface à la location, que ça soit dans les bureaux, mais aussi dans l'industrie. Et puis c'était aussi un intérêt pour l'immobilier d'investissement un peu moins de ces derniers temps, et pas tellement que l'appétit des investisseurs était modéré, mais plutôt que finalement les actifs à disposition étaient rarement au rendez-vous. Pour ce qui concerne la crise sanitaire telle que nous l'avons vécue ces derniers temps, effectivement, elle a eu un effet, au-delà, je dirais, d'un effet brusque et brutal, elle a eu un effet surtout accélérateur de ce qu'on vivait. Et effectivement, elle a accentué, je dirais, la défiance, non pas envers l'immobilier, mais plutôt en l'avenir, tel que les entreprises l'avaient défini, en tout cas pour cette année 2020. Donc effectivement, sur le souhait de prendre à bail des locaux ou même d'acheter des locaux, effectivement, il y a des réserves aujourd'hui des entreprises. Après, il faut quand même dissocier. Tout le monde ne consomme pas l'immobilier de la même façon, hein. Il y a, vous le savez, des promoteurs, des développeurs, mais aussi des investisseurs et surtout des utilisateurs. Donc, tout le monde a eu son lot, je pense, avec cette crise sanitaire. Les utilisateurs, eux, sont très précautionneux et ont une visibilité de l'avenir qui est quand même relativement réduite. Donc, ils sont pas très enclins à se projeter sur les 6 prochains mois et donc retardent. Et c'est ce que nous vivons, nous, chez Carré Immobilier, hein. Ils retardent les signatures de baux. Pour ce qui concerne les investisseurs, étonnamment, ils sont toujours présents. Mais attention, ils sont très regardants, ils observent le marché, ils ont les liquidités, Ils sont prudents. ils ont la confiance de leur banque, mais ils sont effectivement prudents. Et surtout, et c'est là où finalement, et que ça soit investisseurs et développeurs, je pense que là, les promoteurs ont une leçon à prendre, c'est qu'ils sont très regardants sur l'immobilier de demain. On est tous conscients que l'immobilier tel qu'on le consommait auparavant, avec cet effet accélérateur, ça va changer. Mais merci infiniment, William. Alors, Iman Rebaj, votre regard à vous sur ces tendances-là et sur l'impact de cette crise. Est-ce qu'on voit ça sur des plans un peu particuliers? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, des tendances particulières qui ressortent liées à la crise pour le marché de l'immobilier? Vous me parliez du télétravail, vous me parliez du e-commerce. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être assez impactants et peut-être être des game changers. Donc, est-ce qu'il y en a qui ressortent plus que d'autres de votre point de vue? Clairement. Donc, je rebondis sur ce que disait William. Il y a, pour les entreprises aujourd'hui et aussi pour les investisseurs, notamment pour l'immobilier professionnel, pour l'immobilier de bureau, effectivement, tout le monde pendant cette période-là, parce qu'on l'a subi, hein, on a dû télétravailler. Et effectivement, c'est 2020, l'an zéro du télétravail. C'est l'année où tout le monde a expérimenté le télétravail. Non seulement on l'a expérimenté, mais on a pu, en tout cas les entreprises ont pu démontrer que ça marchait, que certaines entreprises ont continué à travailler, à livrer en étant en télétravail, que ça avait aussi du bon par certains côtés, parce que on était à la maison, on n'avait pas besoin, on va dire, de mettre son habit social pour aller travailler, que le tout, il y a une certaine d'autonomie. Et donc, beaucoup de salariés ont apprécié finalement l'expérience télétravail. Et les entreprises aussi, certaines entreprises y ont vu une opportunité parce que un poste de travail, ça a un coût. Ça a un coût du mètre carré locatif, de tout l'entretien, de l'accueil, etc., qui va avec. Et donc, dans le contexte actuel de récession économique, se dire que je vais économiser une partie de mes salariés sur mon espace de travail où je vais pouvoir faire de la croissance tout en restant dans la même surface, c'est une opportunité, en tout cas, de réduction de coûts qui est bienvenue en ce moment. Alors ça moi, je dirais que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Justement. Hein, dans le meilleur des mondes. Les retours sont mitigés. On a les deux versions. Justement. Parce que le télétravail, c'est une alternative crédible à la crise que nous vivons. Certes, pour autant, et des études le montrent, au-delà de 2 jours de télétravail, vous avez chez le collaborateur une perte de productivité. C'est-à-dire que 2 jours par semaine. Au-delà de 2 jours par semaine, le collaborateur perd en productivité. C'est-à-dire que le 3e jour, il gagne moins d'argent, il est moins productif que sur les 2 premiers jours. Donc, c'est vrai que ça peut être une alternative notamment à la dédensification des surfaces de travail.
mais ça ne peut pas être que la seule solution. Et j'ajoute que dans la dédensification des espaces de travail, on va avoir, nous, sur l'impact immobilier, un impact certain, c'est qu'on va être moins nombreux à travailler sur un plateau qu'auparavant. Et même avec l'alternative télétravail, on va se retrouver à moins produire sur le même plateau. Et là, il y a un effet direct qu'on appelle le taux d'effort. Il y a un effet direct sur le loyer, moins de chiffre d'affaires, moins de loyer, pour la même surface. Donc moins de chiffre d'affaires, moins de loyer, ça veut dire que forcément il y a un impact sur la valorisation et sur la valeur même des biens, non ? Oui, clairement. Et pour continuer, c'est-à-dire qu'effectivement, on a expérimenté le télétravail, on a vu ses côtés positifs, une forme d'excitation au début, de se dire finalement, on peut travailler de la maison et on est bien en travaillant de la maison. Et en même temps, ça nous a permis aussi de voir les limites du télétravail. Et clairement, le télétravail, c'est aussi plus aucune barrière entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui. C'est une charge de travail aussi plus importante parce qu'on sait que tu es à la maison et donc on peut t'appeler à n'importe quel moment et donc tu es en télétravail. Donc finalement, les barrières sont aussi réduites, tombent et donc avec des burn-out. Il y a des gens qui ont fini en burn-out après oui, parce la qu'on période n'a de pas les confinement. repères habituels. Il n'y a plus de repères, du effectivement. travail, il n'y a pas d'heure de démarrage précise, enfin du moins en pratique. Et puis, il faut dire Iman, aussi, tout le monde n'est pas équipé à la maison pour bosser en télétravail. Il y a le confort, effectivement. Et puis, toutes les entreprises ne sont pas équipées pour gérer des collaborateurs en télétravail. Il faut des management skills pour dire que c'est du management par objectif et non pas par présentiel en voyant tous les. Donc, clairement, ça a montré ses limites. Et effectivement, il y a des entreprises qui ont effectivement essayé d'en profiter, ou en tout cas qui ont instauré, même des gros groupes comme PSA, des industriels, qui ont instauré entre 3 et 4 jours de télétravail pour leurs salariés. C'est énorme, c'est énorme comme changement. Et ça peut créer effectivement... On peut imaginer qu'il y ait une phase expérimentale peut-être maintenant, exact. pendant ces premiers mois, pour voir exact. comment est-ce qu'il... Mais moi, ma conviction... Qu'est-ce qu'il y aura comme réaction de la part des collaborateurs? Alors, on ne sait pas. Ma conviction, c'est que ce n'est pas une révolution, le télétravail. Ça ne va pas changer... Ça ne va pas changer la manière avec laquelle les entreprises vont fonctionner. Je ne crois pas en un tout télétravail. Je n'y crois pas. Je pense que ça a ses limites, clairement. Je pense que le télétravail pourra intégrer progressivement les entreprises. Quel impact ça aura sur les mètres carrés de bureaux? Oui, peut-être que ça va un peu baisser, mais en même temps, la baisse des mètres carrés est une tendance de fond. Depuis longtemps, on se dit qu'il faut moins de mètres carrés par personne. Et ça va être compensé surtout par plus d'espaces collaboratifs, parce que on sort de cette crise en ayant envie de nous voir, en retrouvant l'entreprise comme endroit d'échange, d'énergie, de stimulation. Justement, c'est ce que j'allais dire sur le télétravail. Le télétravail, il a quand même aussi, il a cassé deux réflexes chez le collaborateur. C'est que déjà, on se rencontre plus à la machine à café, donc on se voit plus, on n'a plus ce sentiment d'appartenance. Alors que la machine à café avait une vraie valeur. Absolument. Voilà, on va faire des RH, on fait plus l'immobilier, mais grosso modo, on règle quand même pas mal de conflits à la machine à café. C'est un espace de vie, de vie professionnelle comme les autres. Écoutez, si ça l'était pas, je vois pas pourquoi on aurait tous des machines à café dans les entreprises, si ce n'est que pour boire un café. Non, mais en parlant d'immobilier, ces espaces-là, les espaces dits collaboratifs, ne représentaient par le passé que 10% des espaces dans un espace de travail. En ce moment, on est plus sur une tendance de fond. Aujourd'hui, on est plus à 30%, et c'est quelque chose qui va en croissance. C'est-à-dire qu'il y aura dans un immeuble de bureau, c'est pas que un hall majestueux et des bureaux, c'est des espaces de coworking, c'est un restaurant d'entreprise, c'est une salle de fitness, c'est un rooftop, c'est tout ça qui C'est des cabines téléphoniques. C'est des cabines téléphoniques. Donc l'impact, on va dire, il est aussi bien quantitatif sur le nombre de mètres carrés, et moi je pense pas qu'il y aura un impact important, mais aussi qualitatif sur les bureaux, la qualité de l'air, la clim,
des bureaux responsables, etc. Et puis toutes les entreprises sont pas éligibles, en tout cas toutes les activités des entreprises sont pas éligibles au télétravail. Tout à fait. Alors, certaines ont des problématiques de confidentialité. Ne sont pas préparées. Alors il y a une question que je me pose. Il y avait déjà une tendance à la baisse des mètres carrés au niveau de l'immobilier professionnel, et on a vu en fait l'accroissement du nombre d'entreprises qui mettaient en place des open space, et ça a forcément contribué en fait à cette baisse du métrage. Aujourd'hui, on remet en question l'efficacité de l'open space déjà comme concept, même avant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, le risque sanitaire augmente un petit peu les questions ou met à jour peut-être un peu plus ces questions-là liées à l'efficacité de cette logique. Est-ce qu'on ne risquerait pas aussi, est-ce qu'on ne gagnerait pas aussi peut-être du métrage avec cette réflexion-là, c'est-à-dire en renonçant peut-être aux open space. Mais la remise en question est bien plus profonde, c'est-à-dire que on n'en est même plus à se poser la question de savoir si l'open space correspond ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises réfléchissent à un immobilier ou un aménagement d'immobilier de bureau qui soit plus en relation avec le confort et le bien-être de leurs collaborateurs et avec probablement aussi des utilisations dans la journée. C'est-à-dire qu'ils voient certains collaborateurs s'installer dans des endroits en matinée et pas les mêmes endroits dans l'après-midi. Il y a même de l'aménagement qui est développé aussi en fonction du comportement ou du tempérament de chaque collaborateur. Donc, je dis pas qu'ils font du sur-mesure pour chaque collaborateur, mais il y a réellement une tendance de fond qui est plus axé sur le confort et bien-être du collaborateur au travail que sur le simple ratio du mètre carré par collaborateur. Bien que dans la tête de l'entreprise, le ratio au mètre carré existe toujours. Je ne dis pas qu'ils ont aboli le ratio au mètre carré. Mais malgré tout, ils se sont rendus compte que la productivité n'était pas due seulement qu'au ratio de mètre carré par collaborateur. Donc il y a un aspect qualitatif et de qualité de vie. Exact. Et s'il y avait un enseignement, en tout cas, c'est une tendance de fond qui s'accélère encore plus, c'est que c'est pas seulement le mètre carré qui compte, mais le service qui y est attaché. Et là, avec le télétravail en plus, il faut que l'entreprise, pour son salarié, que l'entreprise soit le meilleur choix. C'est-à-dire qu'il a l'option de rester chez lui ou d'aller dans un café ou de venir travailler. Il faut que le cadre qui lui est offert par l'entreprise, lui donne envie de venir. Voilà, que le cadre qui lui est offert par l'entreprise soit la meilleure option pour lui et qu'il ait envie de venir. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Alors, on a parlé du télétravail, on va revenir aux normes, à la qualité et aux services liés à l'immobilier. Il y a d'autres impacts. On a vu peut-être un impact au niveau des centres commerciaux après le déconfinement. Quand on sort, on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de magasins qui n'ont pas réouvert et un nombre relativement important. Est-ce que vous pensez que c'est lié peut-être à l'impact du e-commerce? Est-ce que ce sont simplement des difficultés que vivent ces commerces-là qui n'arrivent plus à redémarrer? Quel impact, à votre avis, peut avoir cette crise sur l'immobilier commercial cette fois-ci? Alors oui, l'immobilier commercial a clairement été l'un des premiers touchés par cette crise. Les commerces ont fermé net. Alors, mis à part, il y a deux lots, on va dire. La grande distribution, finalement, s'en est très bien sortie. Et parce que c'était les seuls qui avaient le droit de rester ouverts. Et ils ont aussi bénéficié d'un report d'achat sur les autres activités, les autres produits qui étaient fermés. C'est-à-dire, si je dois acheter de l'électroménager ou même de l'habillement, je ne peux aller qu'au supermarché. Et finalement, c'est là où les consommateurs ont fait tous leurs achats. Donc, ils ont bénéficié doublement. Et ceux qui ont le plus bénéficié aussi, c'est parce que pour les règles, en tout cas de limitation des déplacements, c'est ceux qui avaient un maillage, en tout cas du territoire, le plus important. On n'a pas besoin d'aller au grand supermarché qui est à l'entrée de ville, mais on préfère aller au supermarché qui est juste à côté pour faire le maximum de courses. Donc c'est clairement la grande distribution à bénéficier. Alors aujourd'hui, elle revient, en tout cas ce qu'on voit tendance, c'est qu'on revient à des niveaux historiques, donc de consommation historique avec la réouverture. Par contre, ceux qui ont le plus souffert, c'est le prêt-à-porter et toutes les autres activités pas de première nécessité. Et d'autant plus, tout ce qui était fast fashion, les entreprises qui renouvelaient leur stock de manière régulière,
les entreprises les commerces qui n'étaient pas sur le digital. Et donc clairement, il y a des choses de fond, en tout cas, qu'il faudra retenir là-dedans et des enseignements pour avoir des circuits, en tout cas, d'approvisionnement plus courts. Et c'est là où toutes les tendances de Made in Morocco sont en train d'émerger. Et moi, j'en suis ravie, en tout cas, de voir effectivement que les commerçants vont pouvoir, en tout cas, s'approvisionner le plus localement possible et diversifier leurs sources d'approvisionnement. Le e-commerce, oui, clairement, est une tendance de fond aussi. Et on a dû tous l'expérimenter, vérifier que ça marche. Et peut-être progressivement le garder dans nos habitudes après. Et donc la course, en tout cas, on l'a vu chez les commerçants au fur et à mesure, d'offrir à leurs clients, à leurs consommateurs, une expérience plus globale, qui soit à la fois sur le net et aussi en physique. Parce que il n'y a pas de remplacement, en fait. On ne voit pas les choses de cette manière. C'est-à-dire ça peut être que même un facteur de croissance. Oui, c'est un facteur de croissance et en même temps, c'est un accélérateur parce que oui, il y a des commerces qui étaient déjà fragiles avant la crise, qui ont carrément mis la clé sous la porte. Enfin, vous verrez plus de Naf-Naf partant, enfin, des marques comme Naf-Naf, comme André, qui étaient déjà sur un positionnement pas très clair. On fermait boutique, là, pour le coup, et de manière globale. Donc oui, les commerces qui étaient déjà fragiles n'ont pas pu survivre à une fermeture complète, en tout cas, de l'exploitation pendant plusieurs mois. Alors, donc il y a on va dire un trouble un peu au niveau de la croissance. Pour vous, où est-ce qu'on peut aller chercher cette croissance au niveau du marché de l'immobilier ? En tout cas, sur l'immobilier commercial, il y a pour moi un gisement de croissance qui est phénoménal, c'est l'informel. Aujourd'hui, 70% du commerce au Maroc est dans l'informel. Donc, aller vendre, entre guillemets, aux clients, aux consommateurs, une expérience plus saine, plus positive dans le circuit formel, que ce soit dans les centres commerciaux ou dans les magasins, en tout cas de centre-ville. Et pour moi, une opportunité qu'il faut saisir maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut démontrer et convaincre tous les clients qu'ils ont tout intérêt à aller dans des magasins qui ont suivi toutes les règles, en tout cas de check sanitaire pour leur santé. Et pour vous, William, où est-ce qu'on peut aller chercher de la croissance au niveau de l'immobilier? Est-ce que vous rejoignez Iman Kabaj? Vous pensez qu'il y a déjà ce volet de tout le côté informel qu'on peut aller récupérer, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres volets sur lesquels on peut jouer pour booster un petit peu le marché pendant les mois, les années à venir? Alors, bon, moi je me prononcerai pas sur l'informel, mais j'ai pas cette connaissance, donc je m'aventurerai pas sur ce sujet. Par contre, je reviendrai sur les nouvelles tendances qui vont émerger dans l'immobilier de bureau et dans l'industriel aussi, qui concernent non seulement le confort et le bien-être des collaborateurs au travail, mais aussi tout l'aspect santé et sanitaire, où aujourd'hui, et Iman, tu en as parlé tout à l'heure, tout ce qui concerne la climatisation, l'aération, le chauffage, qui sont, et on le sait depuis des années, qui sont vecteurs non seulement de microbes ou de virus, mais qui sont aussi souvent mal utilisés, mal contrôlés, mal gérés, avec des aérations de l'air non renouvelées. Vous retrouvez des collaborateurs qui sont malades, certains ont des maux de tête, et on sait qu'il y a une incidence ou une conséquence directe entre le fait d'avoir une mauvaise ventilation des locaux et des collaborateurs qui ont souvent des maux de tête. On a tous dans nos bureaux une tonne de cachets d'aspirine ou de Doliprane parce que effectivement tout le monde a toujours mal à la tête. Voilà, donc je pense qu'il y a une source de création de valeur dans le développement d'un immobilier où on apporterait justement des solutions aujourd'hui à des entreprises pour arrêter de contraindre leur activité, arrêter de perturber la continuité de leur activité, mais effectivement apporter une certitude, à savoir des locaux qui soient propres à l'utilisation. Et je pense que là, il y a un vrai gisement de valeur, il y a un vrai gisement de création de valeur, c'est-à-dire aujourd'hui que certains développeurs ou même certains utilisateurs, certaines grandes entreprises utilisatrices de l'immobilier prennent à bras-le-corps cette problématique, alors qui ne concerne pas seulement que la problématique de l'air, mais la problématique de l'air est une grosse problématique. Mais ça pourrait être aussi une problématique technologique, une problématique plutôt liée au protocole, même aux aménagements, et je pense que là, il y a de la création de valeur.
En fait, c'est une question de qualité de vie dans l'immobilier, si on peut parler ainsi. C'est une question de service. Enfin, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent créer de la valeur au niveau de l'immobilier. Ça, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est la face visible de l'iceberg. C'est effectivement la qualité ou le confort du collaborateur dans les locaux. Mais la face cachée, c'est la continuité de l'activité, c'est-à-dire... Voilà, on a tous vécu cette crise sanitaire comme un réel traumatisme. En ce qui nous concerne, nous, chez Carré Immobilier, on s'est retrouvés bloqués du jour au lendemain, mi-mars, à bosser de chez nous, et c'est franchement compliqué, même avec la meilleure volonté du monde, en mettant tous les outils de contrôle possibles et imaginables, ça contraint notre activité. Et aujourd'hui, dans la remise en route de l'entreprise, bien qu'on ne se soit pas arrêté, donc vous voyez, j'ai vraiment vécu un traumatisme, hein, eh ben, tout est contraignant, tout est de nature à être contraignant. Donc je pense que réfléchir à un immobilier, ou en tout cas des outils qui viendraient apporter des solutions à la continuité, à la pérennité de l'activité de l'entreprise, dans n'importe quel cadre de crise sanitaire, là il y a de la création de valeur. Alors, William, je vais revenir vers vous dans un instant pour parler des normes et continuer nos échanges, puis revenir vers Iman Rebej. Alors, vous voulez réagir sur ce qu'a dit William, oui, et j'aurais une dernière question aussi à vous poser. Avec plaisir. En fait, et ça, cette nouvelle, en tout cas, façon de faire des immeubles de bureaux pour les salariés, pour assurer la continuité de l'activité des entreprises, ce qui va être réellement déterminant, c'est les utilisateurs, c'est les entreprises. Et d'abord les entreprises internationales, les multinationales, qui ont maintenant, en tout cas, qui ont rajouté des pavés comme ça sur leur cahier des charges et qui vont venir les imposer aux développeurs et aux promoteurs. Et c'est eux qui vont upgrader finalement le marché et ça va devenir obligatoire pour que telle entreprise vienne s'installer à ce bureau-là. De la même manière qu'on a dû... Enfin, que les immeubles ont dû s'adapter avec les portes coupe-feu, etc., etc. Ben là, maintenant, c'est les labels, la qualité de l'air, la luminosité naturelle, etc., qui vont devenir juste obligatoires pour les développeurs. Donc, ça me paraît incontournable. Iman Rebej, je rappelle, vous êtes experte en investissement immobilier. Aujourd'hui, comment vous voyez l'immobilier de demain? Comment vous imaginez l'immobilier de demain? Si vous avez des conseils à donner aux promoteurs, aux investisseurs, quels sont ces conseils-là? Donc, quelle est votre vision pour l'avenir? Alors, moi, l'immobilier de demain, je le vois intimement lié à la technologie, à la data, clairement. Pour moi, il y a une occasion maintenant, en tout cas, d'innover, de se réinventer. Elle vient un peu dans la douleur, mais c'est une super opportunité. Et pour moi, en tout cas, le marché marocain manque beaucoup de transparence, hein, et c'est l'une des choses, en tout cas, qui pourrait favoriser la liquidité, qui pourrait favoriser justement la prise de décision à la fois des investisseurs, parce que aujourd'hui les investisseurs ont de la liquidité, hein, contrairement peut-être aux crises précédentes de 2011, 2008, etc. Aujourd'hui, les investisseurs ont de la liquidité. On sait que l'immobilier est une valeur sûre sur le long terme. C'est une valeur d'investissement qui a démontré qu'elle performait sur la durée. La question, c'est est-ce que j'achète au bon prix? Est-ce que ça va pas baisser dans les 3 mois? Est-ce que j'achète maintenant ou dans 3 mois? Et le fait d'avoir un peu plus de lisibilité de ce marché-là est important. Et puis le digital, effectivement, que ce soit dans les expériences clients commerciales ou dans les expériences bureaux pour monitorer un certain nombre de choses, notamment la qualité de l'air dont on parlait tout à l'heure, me paraît juste incontournable. On parle de smart building, de safe building et tout ça, pour moi, l'immobilier de demain n'est pas juste de la pierre et de la peinture. C'est un immobilier où il y a du service, où il y a beaucoup de technologie aussi. Et c'est un immobilier responsable pour moi aussi parce que ça aussi, ça devient incontournable. Iman Rebej, merci infiniment. Merci d'avoir contribué donc à cette émission. Nous allons accueillir dans un instant notre 3e invité. Merci infiniment. Pensez à un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. J'en profite, je pose une nouvelle question à William Simoncelli, le temps d'accueillir Monsieur Brakash. Alors, on parlait de qualité, on parlait de service. Est-ce qu'il y a des normes particulières
dans le métier de l'immobilier lié au bien-être de l'utilisateur ou du consommateur d'une manière globale? Alors, il y a un label connu surtout à l'étranger, mais qui arrive au Maroc depuis 2-3 ans et qui arrive en force, qui est le label Well. Le label Well, qui effectivement reprend je dirais une tendance de fond qui est la tendance de confort et de bien-être dans le cadre de l'utilisation des bureaux ou en tout cas de l'immobilier. Et ça commence et je dirais, alors ça commence. Je dirais que cette crise sanitaire a joué là aussi comme un effet accélérateur parce que à ce label Well va venir se rajouter une composante qui est une composante sanitaire et santé qui, elle, va imposer effectivement le respect de certaines règles. Alors on parlait de l'air, les protocoles, la technologie aussi, on parle de caméras tout est normé, c'est-à-dire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut trouver une espèce de guide. Absolument. Comme tout est connecté au digital, tous les indicateurs sont compilés et effectivement, on nous en rend des agrégats qui sont en fait des outils, surtout des outils de performance. Très bien. Merci infiniment, William. Vous restez avec nous. Si je peux dire un petit mot sur le Well rapidement, le Well, ça passe avant tout aussi par une bonne connaissance de son immobilier. Donc le Well n'a d'intérêt que si on fait un diagnostic, je dirais, de son immobilier, parce que je dirais les changements ou les outils à mettre en place n'ont d'intérêt que si déjà on a identifié le mal ou en tout cas les leviers à actionner pour faire de son immobilier un immobilier plus efficient. Merci William. Maître Abdelmejid Bargache, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes notaire et vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Merci de vous joindre à nous. Nous parlons de l'immobilier, de l'évolution de l'immobilier et de l'avenir de l'immobilier post-Covid. Alors, première question. Madame Kabbage disait que l'immobilier a toujours été une valeur sûre. Alors, comment va le marché de l'immobilier? Vous êtes notaire, vous avez une vue d'ensemble. Comment va le marché de l'immobilier? Est-ce toujours une valeur sûre? Doit-on investir aujourd'hui dans l'immobilier, Maître Bargache? C'est clair, puisque d'abord, je suis heureux d'être parmi vous et puis de partager avec vous des réflexions par rapport à l'évolution du marché de l'immobilier, que nous sommes des observateurs depuis quelques années déjà. Et avant même l'arrivée de la corona ou du corona, l'immobilier était déjà en situation de en berne, voilà. En fait, cette crise sanitaire n'a fait qu'aggraver un peu la situation, mais je pense que c'est une crise sanitaire qui n'a pas encore fini de nous surprendre, puisque les répercussions économiques, financières, nous allons les vivre les prochains mois. Mais par rapport, je reste quand même confiant, parce que plus que jamais, l'immobilier reste toujours là. Je rejoins Madame Kabbage, puisque je dis que plus que jamais, l'immobilier reste quand même une valeur refuge. En situation d'euphorie, l'immobilier est une valeur de croissance, mais en situation de crise inédite telle que nous vivons aujourd'hui, l'immobilier est une valeur refuge. Et surtout, quand on parle du Marocain, quand on scrute le patrimoine du Marocain riche ou pauvre, ce qu'on voit, parce que les actifs majoritaires, c'est d'abord l'immobilier. Très peu d'actifs financiers, parce que c'est comme ça, on n'y croit pas, c'est la bourse. Ce n'est pas encore dans la culture. C'est pas dans la culture, je parle des ménages. Maintenant, les zinzins, ils font toujours des va-et-vient au niveau de la bourse. Et après, vous allez trouver notre classe d'actifs, le cash. Normalement, si on doit respecter les ratios, il faut un tiers d'actifs immobiliers, un tiers d'actifs financiers, un tiers de cash. Chez nous, c'est peut-être même 80-90% de patrimoine immobilier et un peu de cash. C'est ça un peu la configuration du patrimoine du Marocain. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui fait que les familles aujourd'hui ou les Marocains restent scotchés aux biens immobiliers. Ils veulent pas, parce qu'ils se disent tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc, résultat de la course, on ne vend pas. On est dans une situation d'attentisme. Il y a deux sentiments qui dominent le marché. D'un côté, il y a la peur et de l'autre côté, il y a la cupidité. La peur de perdre, donc celui qui
qui est propriétaire se dit je ne vends pas. À partir du moment que je n'ai pas le prix qui correspond à mes prétentions, je retire le bien. L'acheteur, par contre, de son côté, il se dit, il est où, ça je vais le dire en arabe, il est où l'emza? Ils veulent la bonne affaire. Voilà, la bonne affaire. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la bonne affaire. Donc, ça, c'est un peu le sentiment. C'est ce que je vous dis, ce n'est que mon opinion personnelle par rapport à l'évolution. Oui, et qui reflète aussi votre interaction avec les opérateurs, j'imagine. Voilà. Et surtout aujourd'hui, on commence même des acheteurs qui vous parlent de prix Covid. Ils pensent que l'immobilier, aujourd'hui, les promoteurs, pour pouvoir relancer la machine, vont devoir baisser le prix. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de baisse. Pour la simple raison, et si je devais faire dessiner une courbe, je dirais, ça ne va pas faire un W, ça ne va pas faire un V ni W, ça va faire une racine carrée. Une racine carrée, ça veut dire que là, on a baissé, déjà depuis le début de l'année, on n'a fait que baisser. Là, on va remonter sous l'effet de quelques mesures que le gouvernement, que les banques sont en train de prendre, et après pour se stabiliser par la suite. L'immobilier ne va pas encore baisser parce que nous avons une administration fiscale qui, pendant des années, s'est sucrée grâce à l'immobilier. Puisque, effectivement, l'immobilier génère des recettes substantielles pour l'administration fiscale, que ce soit en termes de droits d'enregistrement, d'hier sur les profits immobiliers, hier sur le revenu locatif, etc. C'est le produit de patrimoine le plus taxé, comparativement à d'autres produits de patrimoine, tels que les valeurs immobilières, les actifs financiers, les actifs financiers de façon générale. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va changer? C'est en train de changer aujourd'hui ou pas? Sincèrement, je ne pense pas qu'il va y avoir de changement et je vous dis pourquoi. Parce que je continue déjà mon raisonnement par rapport à l'administration fiscale. Grâce ou à cause de ce référentiel, c'est en fait l'arme qu'utilise aujourd'hui l'administration à l'encontre de tout vendeur qui est enclin parfois à vendre. C'est-à-dire à chaque fois que la valeur va baisser, l'administration arrive pour punir ceux qui décident de baisser. Ça veut dire qu'on a envie de garder un certain niveau, d'accord, sachant que la philosophie des référentiels, c'était de mettre à jour cet indicateur par rapport à tous les ans. Aujourd'hui, on ne voit pas ces révisions. Donc ces référentiels, des fois, sont au-dessus Bien sûr, de ce qui est pratiqué réellement. Largement au-dessus des conditions de marché. Résultat, les vendeurs ont un peu peur à chaque fois qu'ils veulent vendre. Donc, et je comprends pourquoi aujourd'hui l'administration fiscale tient au respect du référentiel, puisque derrière, il y a, n'oublions pas que les banques financent l'immobilier, il y a des crédits hypothécaires, et si l'immobilier viendrait à baisser, forcément, les banques vont devoir provisionner. Et si les provisions sont importantes, revoir les résultats, les actionnaires ne sont pas contents, et par rapport au respect des règles prudentielles imposées par la Banque centrale, nous aurons quelques banques qui vont disparaître. On a au moins 10 banques qui vont carrément être balayées. Vous pensez que ça peut aller jusque-là? C'est-à-dire que l'impact l'impact pourrait être... C'est-à-dire si on ne gère pas bien la situation, aujourd'hui, on passe par une phase vraiment de turbulence, si on n'est pas très très prudent, il y a vraiment un péril, on la demeure. Alors, je reviens vers vous, Maître Bargache, parce que j'attends toujours la réponse. Est-ce qu'on doit investir maintenant ou attendre? Je vais revenir vers vous dans un instant. Je vais prendre l'avis de William Simoncelli. Comment vous voyez-vous l'évolution du comportement des consommateurs? Maître Bargache disait que voilà, on est dans cet attentisme, on ne sait pas s'il faut qu'on y aille ou pas. Maître Bargache a raison, hein. Nous, c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire que sorti du confinement, je dirais mi-juin, il y a eu un effet rattrapage, si vous voulez, où on a été sursollicité. Sursollicité parce que on était non seulement sans appel pendant quasiment 3 mois, sans appel téléphonique, et donc sans visite. Donc on a été vraiment sursollicité au mois de juin, à partir de la mi-juin, et on a fait beaucoup de visites. Pour autant,
on n'a pas signé beaucoup de ventes ni beaucoup de locations parce qu'on s'est retrouvé devant un fait certain, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si les gens souhaitent la bonne affaire, mais il y a plusieurs annonces, notamment la loi rectificative 2020, notamment l'idée qu'on mettrait en sourdine, en tout cas de côté, le référentiel pour un certain temps. Tout ça a été de nature, si vous voulez, à reculer les dates butoirs de signature. Et pour les locations, on s'est retrouvé aussi dans une situation où les locations négociées avant le Covid, en tout cas avant la crise sanitaire, se sont vues quasiment renégociées dès l'ouverture des discussions à l'après-Covid. Donc franchement, on est dans un environnement à la fois, alors je ne le décrirai pas aussi apocalyptique que Maître Bargach, mais il a raison, il faut rester prudent. Moi je pense qu'il a raison. Mais on est dans un environnement où tout est de nature à contraindre la discussion et à créer des tensions entre les parties. Et c'est ça, notre vraie interrogation, c'est est-ce que tout ce qu'on est en train de faire ne va pas accentuer les tensions entre les gens, accentuer les tensions entre les parties et créer un climat qui ne soit pas un climat propice, au-delà de la confiance, à la signature. C'est ça qui nous inquiète. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Merci William. Alors Maître Bargach, on investit ou on attend? Je dis qu'il ne faut pas s'attendre à de grosses baisses parce qu'il n'y aura pas de baisse. Ça veut dire que si je m'adresse à l'acheteur, c'est le moment de faire, de faire son marché. Puisque aujourd'hui, effectivement, beaucoup de promoteurs ne souhaitent qu'une seule chose, c'est déstocker parce que derrière, ils ont des niveaux d'endettement assez importants. Et puis, autre chose de plus important, c'est que l'immobilier restera toujours une valeur refuge. Ça, c'est clair, à long terme, ça a été démontré sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'immobilier étant le champion aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on risque de voir une inflation dans l'avenir proche? Ça, c'est une question qu'il faut poser à un économiste, pas à un notaire. Mais bon, je vais quand même m'aventurer à donner quelques éléments de réponse parce que je sais qu'une inflation n'est bonne pour personne. Pas pour les investisseurs, pas pour étrangers ou nationaux, pas intéressante pour les banques. D'ailleurs, c'est le rôle de la Banque centrale, c'est de faire en sorte de contenir cette inflation. À travers la politique monétaire, c'est l'essence même de son existence. Mais l'inflation, c'est quand même quelque chose de très positif pour celui qui emprunte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'emprunte et je m'engage à rembourser une traite avec une somme fixe, alors que par la suite, tous les prix vont augmenter. L'immobilier va augmenter, le coût de la vie va augmenter, les salaires vont augmenter, etc. Donc, si demain il y a inflation, effectivement, c'est intéressant d'utiliser l'effet de levier financier pour acheter. D'accord? Sauf que vous avez certainement suivi les débats au niveau du Parlement sur la loi de finances rectificative, les débats sur le plan de relance. C'est véritablement un plan d'austérité. Il n'y a rien. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Ce que nous, on s'attendait, comme ce qu'a fait l'Europe, les États-Unis, ils ont utilisé la planche à billets, ils ont créé tellement de masse monétaire qui dépasse les besoins. Aujourd'hui, on parle de taux d'intérêt négatif. Extraordinaire. Chez nous, ils ont, pour voir à quel point ils sont prudents, très prudents. C'est vrai, ils ont baissé une première fois, ils ont baissé une deuxième fois, mais ils se laissent toujours une marge de manœuvre. C'est-à-dire, ils ne se mettent jamais à ce niveau-là parce que après, si on les pousse, ils vont tomber. Ils gardent toujours une marge de manœuvre. On est à 3,5. Il est clair que ce n'est pas demain qu'ils vont baisser. Ils vont attendre l'année prochaine les élections pour essayer de rebooster un peu l'économie. Donc l'inflation est un facteur important, mais je ne pense pas qu'il va y avoir inflation. Au contraire, il va y avoir déflation et les banques vont être poussées à baisser encore les taux d'intérêt. Alors on va revenir à la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'invite les gens à utiliser
le crédit pour financer l'acquisition aujourd'hui, quitte à racheter ces crédits-là demain quand les temps vont baisser. C'est noté. Voilà. Alors, si on devait reparler de croissance, est-ce qu'il y a aujourd'hui des leviers de croissance particuliers qu'on peut activer, qu'on peut utiliser dans le secteur de l'immobilier? Alors, franchement, il y a plusieurs leviers à mon sens. D'ailleurs, cette problématique de relance fait appel à plusieurs facteurs. Nous avons un peu parlé du volet économique, mais sans parler du problème du chômage, parce que aujourd'hui, le gouvernement a autorisé les entreprises à libérer 20% de leur effectif, c'est 1/5 du personnel, ce qui est quand même énorme. Mais au-delà de l'aspect économique, vous avez également l'aspect urbanistique. Moi, je pense que les plans d'aménagement aujourd'hui, il faut absolument les revoir. Parce que quand on voit les plans d'aménagement au Maroc, d'abord, ils ont une durée de vie de 10 ans. Ils figent en quelque sorte le développement. Quand une affectation urbanistique est fixée, c'est parti pour 10 ans, impossible de changer. Et quand on voit les réalisations des plans d'aménagement, c'est-à-dire entre ce qui a été prévu et ce qui est réalisé, on est à 10-15%. Après, on se demande quel est l'intérêt d'avoir des plans d'aménagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir des plans d'aménagement assez efficients et qui permettent en fait, d'une part, de libérer de l'espace pour créer des zones de développement et de l'autre côté, éviter les distances, je dirais, les tensions sociales. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ça nous a été imposé depuis toujours au niveau de notre urbanisme. Il faut qu'on respecte des dictats qui font que nos villes sont configurées de certaines manières. Aujourd'hui, quand on voit, d'ailleurs historiquement, quand on voit nos villes, comment ils étaient, Rabat, Fès, etc., tout le monde vivait dans la Médina, et dans la Médina, il y avait les riches et les pauvres, etc. Aujourd'hui, il y a des quartiers de riches, des quartiers de moyens, et ça en soi, ce n'est pas une excellente chose. Je pense qu'il est grand temps de revoir un peu nos plans d'aménagement, même le parcellaire. On parlait de qualité de vie, de la qualité de l'immobilier. Est-ce que si demain on devait revoir un petit peu ces plans-là et voir une évolution de ces plans-là, est-ce que ça ne serait pas aussi vers le fait d'avoir plus d'espace vert et pas forcément des zones de développement? Justement, il y a une expérience à Oujda qui est extraordinaire, je ne vais pas citer le promoteur, mais qui ont fait des villas, qui vendent des villas à des prix vraiment très très modestes. C'est un lopin de terre de 200 mètres, un jardin devant, un parking jardin devant et un jardin derrière, avec un petit quota, et ça se vend comme des petits pains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même les promoteurs sont invités à revoir un peu la façon de concevoir leur... Parce que cette crise Covid, et Mme Kabaj l'a dit, William l'a dit également, il faut aujourd'hui... Avant, on produisait l'immobilier parce que la demande était là. Aujourd'hui, il faut inverser l'approche. En fait, il faut d'abord étudier, faire des études sociologiques pour connaître les attentes et les besoins des Marocains et faire un urbanisme et faire des plans conformes à ces attentes. Voilà. Et c'est ça qui va faire que nous, demain, ils vont pouvoir vendre. Ils sont tous la même problématique. Ils veulent vendre, ils veulent déstocker. Très bien. Mais quel produit déjà? Voilà, quelle stratégie proposer de des choses plus adaptées. Ce que vous disiez, William. Oui, je souscris à ce que Maître Barguet vient de dire. Il faut absolument qu'on change de paradigme. On était auparavant dans l'idée de la demande, sans se soucier du besoin, alors que c'est fondamental. Si on ne sait pas quoi produire pour l'acquéreur, comment est-ce qu'on peut espérer? Alors on était sur un trend tellement fort avant 2008, 2009, 2010, que de toute façon on pouvait construire quasiment, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais quasiment sans se soucier de ce que la demande souhaitait. Et puis de toute façon on vendait. On voit bien depuis une bonne dizaine d'années que le consommateur marocain, que l'acquéreur marocain a complètement changé. Il est bien mieux connaisseur d'immobilier qu'auparavant et aujourd'hui, il n'est pas, non pas difficile. Il sait ce qu'il veut, c'est pas pareil. Il sait ce qu'il veut. Et il veut pas ce qu'on lui propose. Alors effectivement, quand on construit l'immobilier sans se soucier, il faut s'adapter bien sûr. Si on ne se soucie pas de ce que souhaitent les gens, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'après on se retrouve avec des programmes qui ne se vendent pas, évidemment. Donc ça va être aux promoteurs
promoteurs qui seront les premiers Il y a déjà des s'adapter promoteurs. en fait. Oui, parce que quand on parle des promoteurs, on parle des promoteurs, mais vous savez, ils sont très différents les uns des autres. Il y a aujourd'hui des promoteurs qui fonctionnent, qui tournent très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont intéressés à ce que souhaitait la demande. Il y a une demande au Maroc. Il y a une demande au Maroc. Il y a eu une étude du ministère de l'Habitat qui date de 2016, qui recense la demande à 1 600 000 logements. Vous vous rendez compte, 1 600 000 logements, avec une demande structurelle d'à peu près 200-250 000 par an, sachant qu'on construit à peine 100 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sera à 2 millions de demandes. C'est colossal. C'est énorme. Donc, est-ce que l'immobilier a un avenir ? Bah oui, il a un avenir, c'est certain. Maintenant, il faut construire. Il faut, avant de construire, faire des études, effectivement, aller sonder, des études probablement sociologiques, mais en tout cas, savoir ce que les gens souhaitent. Alors on s'approche de la fin de notre émission, mais j'aimerais quand même revenir au levier de la croissance. Vous avez démarré, Maître Bargache. Est-ce que vous avez d'autres leviers que vous souhaitez partager ? J'en ai d'autres. En fait, moi, pour vous donner une image, prenons un train. La locomotive étant l'économique. Après, il y a d'autres wagons. Il y a le juridique, le financier, le fiscal, etc. Moi, je dirais 2 mots par rapport au juridique et par rapport à l'investissement locatif. Voilà. Le juridique d'abord, aujourd'hui, je pense que le marché et les experts, les éminents experts qui sont parmi nous aujourd'hui, ne vont pas me contredire. Il y a la crise Covid, mais il y a pire que la crise Covid, c'est la crise de confiance. Il y a une certaine défiance. Et je pense aujourd'hui que dans les rapports entre promoteurs et acquéreurs, il faut vraiment faire du nettoyage. Il faut assainir. Comment ? Assainir, c'est très simple. Aujourd'hui, quand on voit, il y a la pratique, entre la pratique et le droit, il y a des heures de vol. Or, le droit, il a pour cette vocation justement à régir des rapports, à les rendre viables et pérennes. Certains promoteurs refusent, je prends ma responsabilité, refusent d'appliquer le droit pour des considérations X et Y. Et l'État, d'ailleurs son fonds de commerce, c'est de vendre des lois. L'État n'arrive pas à faire respecter ces lois. Et je reviens à quelque chose que c'est mon leitmotiv, c'est à chaque fois que je reviens sur ce sujet-là, c'est la loi sur la vente en état futur d'achèvement. Et j'ai toujours dit que pour que j'ai encore l'opportunité de le redire, c'est que pour que la VFA puisse marcher, il faut qu'il y ait 2 choses, 2 leviers. 1, il faut une garantie d'achèvement. En France, on l'appelle garantie financière d'achèvement, GFA. Là, on a la certitude que le promoteur, quand il lance son projet, l'acheteur, lui, un jour ou l'autre, il finira par recevoir son bien. Parce que la défaillance est couverte par la caution bancaire ou par l'assurance. Et j'ai dit également, il faut des registres publics. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, la VFA est translative de propriété par le mécanisme de l'accession. Vous achetez, dès que vous démarrez votre paiement, vous achetez votre quote-part du terrain, vous achetez des briques, vous achetez un peu de finition, jusqu'à ce que vous achevez. Donc finalement, l'État peut mettre en place les mesures pour être aussi un peu responsable. L'État a un rôle régulateur, c'est sa responsabilité. Et donc, par rapport à cette question de titre foncier, aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'agence de la conservation foncière, qui est quand même l'organe chargé de réfléchir et à nous donner des solutions, on sent une certaine hésitation. Alors que je sais que l'article 65 sur le DAIR organique, le DAIR sur l'immatriculation, il donne les types d'actes qu'on peut inscrire. Et curieusement, dans la liste de ces actes, on trouve les baux, et dépassant la durée de 3 ans, dans la durée dépasse 3 ans, et nous trouvons les quittances. Là, quand on pose la question, combien de fois on a inscrit des quittances ? 0 fois, on ne connaît même pas. Ça veut dire, pour comprendre, les baux et les quittances ne transfèrent pas des droits réels. Ce sont des droits personnels qui sont inscriptibles. Et aujourd'hui, une VFA, comme il n'est pas translatif de propriété, il ne confère qu'un droit personnel. Pourquoi ne pas l'inscrire ?
Parce qu'à partir du moment qu'on a un registre sur lequel on va pouvoir inscrire une vente et on va pouvoir inscrire une hypothèque, tout le monde est sécurisé, surtout l'acheteur. Et même c'est dans l'intérêt du promoteur, puisqu'il va régler définitivement les problèmes, l'hémorragie des désistements. Deuxième élément de réflexion par rapport à cette question de VFA, c'est qu'on a accepté dans le cadre de la réforme de la loi sur la copropriété, ce qu'on appelle la copropriété évolutive. C'est-à-dire c'est un ensemble immobilier qui va se réaliser en 10 tranches. On réalise la première tranche, le promoteur procède à la division, fait son éclatement, il vend et passe à la deuxième tranche. Et les tantièmes ne seront calculés de manière définitive qu'à la fin. Donc si on a accepté ce principe, pourquoi ne pas accepter, encore une fois, le principe d'avoir des titres fonciers provisoires? Et je pense que ça va être vraiment la solution extraordinaire. Ça peut être un vrai levier pour C'est un vrai levier. Le juridique, il fabrique la confiance. Alors, le problème du marché aujourd'hui, c'est la confiance. Et c'est de cette façon-là que je... Alors, oui, Maître Bargach, on a compris l'idée, mais rapidement, vous vouliez parler du locatif aussi, parce qu'on doit terminer, malheureusement, on arrive rapidement à la fin de l'émission. Je voudrais revenir à l'investissement locatif qui, malheureusement, au Maroc, reste le parent pauvre de l'immobilier. Aujourd'hui, quand on voit la fiscalité, à part les 15%, les 10%, etc., il n'y a pas grand-chose. En Europe, en France notamment, c'est grâce aux dispositifs fiscaux qu'on a réussi ce qu'on appelle LMNP, le loueur meublé. C'est grâce à ça qu'on a développé l'immobilier en France et ailleurs. Parce qu'on ne peut pas imaginer que tout Marocain qui va acheter un bien immobilier, c'est pour en faire un toit. C'est pour se loger. L'immobilier, il a cette vocation d'être un investissement. Or, aujourd'hui, il faut donner la carotte fiscale. Et on a trouvé, grâce à une question qu'on avait posée à l'administration fiscale, c'est qu'on peut acheter, dans la mesure où on achète un bien immobilier et qu'on le destine à la location en meublé, on peut l'acheter hors TVA. À partir de là, on peut bâtir vraiment tout un dispositif fiscal destiné pour ces épargnants qui croient en immobilier et qui, effectivement, demain pourraient être remplacés, peut répondre à des problématiques de transmission, à des problématiques d'épargne, etc. Merci infiniment à Abdelmajid Bargach. Alors, William, une question. Est-ce que vous pensez on parlait de PropTech tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le digital peut être un levier aussi de croissance pour l'immobilier ? Oui, clairement, le digital est un facilitateur, c'est une solution qui vient comme un moyen sur l'immobilier. Alors je sais que beaucoup souhaiteraient faire passer le digital en principal et l'immobilier en accessoire. Pour autant, la réalité telle qu'on la vit, c'est plutôt un digital qui apporte des solutions. Bien et sûr. Dans le cadre des PropTech, le digital apporte des solutions à la fois, je dirais, de facilitation dans l'utilisation, notamment sur la gestion des flux, sur l'organisation de réunions, par exemple, sur les salles de bureau ou autres, mais aussi sur du contrôle. Et c'est là où on parlait de la performance et de toutes ces données qui nous permettent d'améliorer notre immobilier au quotidien. Donc clairement, oui, le digital, c'est une solution pour améliorer tous les indicateurs qui peuvent rendre un immobilier plus performant. Mais ça n'est pas l'essentiel. Merci beaucoup, Maître Bargach, pardon. Un mot de clôture. Un mot de clôture pour vous, Maître. Moi, je pense que tous les espoirs sont permis pour l'immobilier. Parce qu'une crise, il a son temps. Mais l'immobilier, il a un temps qui est beaucoup plus spacieux que le temps d'une crise. Je suis sûr que dans 20 ans, on parlera un autre langage, à condition de commencer par investir. Maintenant, parce qu'une crise offre toujours une opportunité. C'est ma conviction personnelle. C'est le concept chinois de la crise. Ouais, C'était le problème et l'opportunité. Mesdames, messieurs,
Nous arrivons à la fin de cette émission consacrée donc au secteur de l'immobilier. Je profite pour remercier très chaleureusement nos invités, donc Iman Kabaj, experte en investissement immobilier, William Simon-Selli, donc directeur général de Carré Immobilier et spécialiste PropTech de la French Tech Maroc, et Maître Abdelmjid Bargash, notaire et conseiller en gestion de patrimoine. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à aller visiter les halls d'exposition, rentrer au niveau des stands, échanger avec les experts et puis profiter de l'ensemble du contenu qui est mis à votre disposition. Je vous dis au revoir et à la prochaine émission.